Bonjour à tous, ici Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en et coach fun dans le cadre de cette association. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une très belle invitée qui s'appelle Stéphanie Turcotte. Stéphanie est une personne que j'ai rencontrée dans le cadre des formations que je suis avec François Lemay, donc Pleine Conscience. Et en fait, j'avais envie de lui faire une interview parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment vous aider dans votre parcours de vie si vous êtes amené à gérer toutes les complications et tout le stress qui est en lien avec la gestion de la maladie. Stéphanie va vous se présenter, vous raconter son parcours et vous raconter comment elle a réussi justement tout au long de son parcours à faire face à son cancer et à un deuxième cancer. Et avant même qu'elle commence, Stéphanie, je voulais une fois encore te remercier, bien évidemment, d'avoir accepté cette interview. Je trouve que c'est vraiment super que tu puisses partager avec nous ton expérience. Merci à toi. Ben, c'est un grand plaisir, mais moi, j'ai envie de te dire merci à toi, Hélène. Avec plaisir, hein. Je vais te laisser te présenter. Ben, écoute, ça ne sera pas bien long. Donc, moi, c'est Stéphanie Turcotte. J'habite au Québec. Je suis québécoise, mais j'ai habité 10 ans en France. Je suis revenue il y a 5 ans. Et je sais pas comment me décrire, une personne ordinaire qui avait une vie normale, comme la majorité d'entre vous, quand la maladie est arrivée. Je venais tout juste de revenir au Québec. Ça faisait quelques mois. Donc, à ce moment-là, je travaillais pas, mais dans ma vie, j'ai travaillé quand même. J'ai 2 enfants. Mes enfants, à ce moment-là, avaient 6 et 9 ans. Et voilà. Donc, c'est ce que je peux dire pour me présenter. C'est déjà très bien. Et du coup, comment ça s'est passé en fait? Parce que j'imagine que tu devais vivre une vie paisible avec ta famille, tes enfants, et puis un jour est tombé le diagnostic de ta maladie. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu l'as vécu? Parce que souvent, c'est vécu comme quelque chose de très difficile. Ce serait intéressant que tu nous expliques justement comment ça s'est passé pour toi. Oui, bien, la chance que j'ai eue, c'est que je suis tombée un petit peu dans la soupe de la pleine conscience quelques mois auparavant seulement. Donc, tu vois, j'ai fait ma première retraite avec François à la fin du mois d'avril. Ouais. Et un mois plus tard, je découvrais une bosse dans mon sein. Donc, c'est vraiment très rapide. Et j'avais aussi commencé à connaître des personnes merveilleuses dans l'Académie Zéro Limite. Tout ça s'est fait en même temps. Ce qui fait que quand j'ai eu le diagnostic, ça s'est fait de façon graduelle. C'est-à-dire que, tu sais, au début, ils regardent, il y a une échographie, une mammographie, biopsie. Et finalement, on n'a pas déterminé. Il a fallu que je me fasse opérer pour déterminer si c'était cancéreux ou pas. D'accord. Quand j'ai eu le diagnostic, encore là, j'avais même pas tout au complet parce que l'analyse n'était pas terminée, puis je partais en vacances en France. D'accord. Ce qui fait que ça m'a comme laissé l'été pour digérer ça, pour digérer l'idée, pour me faire une idée de comment ça allait se passer. Puis ce qui est spécial, c'est que quand j'ai eu le diagnostic, le médecin me disait que j'aurais probablement pas besoin de chimio. D'accord. Parce que c'était une petite tumeur, les tissus autour étaient sains. Donc, moi, j'étais partie sur l'idée que, bon, j'avais une bonne frousse, mais que ça allait être léger. Oui. Que finalement, en suivant les traitements, a priori, tu devais t'en remettre assez facilement et ça devrait pas être quelque chose de trop lourd. Ouais, complètement. C'est Là, vrai quand qu'en je suis plus, revenue, le cancer du sein, quand il est pris à temps, quand il est pris oui, de façon précoce, on en guérit aujourd'hui. Donc, oui, c'est ça. Dans 90% des cas, voilà. Mais là, quand est revenu, c'est à la fin de l'été, là, il a fallu que je subisse une autre opération de vérification pour les ganglions. Et c'est là qu'on m'a dit que, en fait, c'était pas du tout le cancer qu'on pensait, que c'était plutôt un cancer triple négatif qui concerne les plus jeunes femmes, qui a plus de risques de récidive. génétique associée, plus de chances de récidive, Mhm. et que là, il fallait que je fasse une chimio lourde et tout ce qui va avec, la radiothérapie. Donc là, ça a été un choc. Ça a été Ouais, et puis là, brutal. j'imagine que du coup, dans ta tête, là, il y a un espèce de switch où, pour toi qui avais envisagé ça comme quelque chose finalement qui devrait pas durer trop longtemps et qui devrait pas être trop compliqué à gérer, là, le diagnostic a été du coup beaucoup plus lourd et avait des conséquences plus importantes
finalement, j'imagine, pour toi, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc, ça a été un choc, mais donc j'avais eu l'été pour m'informer. Ça, D'accord. c'est différent parce que la plupart des femmes, quand elles ont un diagnostic, tout de suite, elles rentrent dans le chemin qu'on leur fait à quelque part. Tu sais, de dire, Oui, genre, tu l'apprends, puis la semaine suivante, tu commences la chimio. Tu sais, c'est vraiment pas rare, là. C'est souvent très rapide. Donc, moi, contrairement à toutes ces femmes-là, j'ai eu l'été pour y penser, pour voir, pour lire des livres sur l'impact, je sais pas moi, des émotions sur la maladie, l'impact de l'alimentation. Donc, j'arrivais déjà avec un bagage. Ça a été difficile pour moi d'accepter qu'il fallait que je fasse la chimio. Puis j'ai même pensé ne pas la faire du tout. Donc, finalement, j'ai décidé de faire la chimio et ça a été très, très difficile, encore plus que ce que je pensais. Ça m'a amené à faire la première, le premier bout de chimio, si on peut dire, le premier 3 mois. Et ensuite, j'ai refusé de terminer les traitements. Parce que pour moi, vu que la tumeur était enlevée, tout ça, c'était en prévention. C'était en prévention parce que la tumeur avait démontré que c'était, selon la médecine, des cellules agressives. ouais. Mais il reste que c'était de la prévention. J'avais plus de cancer dans mon corps. Puis là, ça avait été tellement dur que je me suis dit, mais je vais pas mourir en prévention, tu sais. Je vais pas. Il faut être motivé pour faire ça. Il faut vraiment être motivé parce que c'est pas pareil pour tout le monde, Non, mais non, ça peut c'est être sûr. très difficile. Et ton traitement, Donc, du coup, il a duré combien de temps? Pendant combien de temps t'as reçu ta chimio finalement? ça a été 3 mois. C'est des cycles, j'ai eu 4 cycles aux 3 semaines. Donc, souvent, c'est ça, il y a différentes possibilités, hein. Il y a vraiment énormément de possibilités de types de chimie différentes, de protocoles différents. C'est vraiment sur mesure, en fait, la majorité du temps, là, tu sais. Donc, c'est ça. Ce qui fait qu'en décembre, j'ai arrêté, j'ai pas poursuivi. En janvier, j'ai pas continué. Je devais en avoir pour un autre 3 mois supplémentaires. Je devais aussi faire de la radiothérapie. J'ai refusé tout ça en me disant que, en ayant lu beaucoup de choses sur des personnes qui s'étaient guéries par elles-mêmes, D'accord. tu sais, qui s'étaient, comment Ouais. dire, quand tu comprends qu'est-ce qui amène la maladie dans le corps, quand tu en prends conscience, tu te dis après que tu peux tout à fait Ben, c'est intéressant. Comment ont réagi tes médecins justement quand toi tu leur as dit je reviendrai pas faire le deuxième cycle de chimio pour 3 mois là, parce que ça c'est ouais. quand même c'est quelque chose qu'on peut difficilement envisager. Enfin, j'imagine, je me mets à la place de l'oncologue qui dit mais pourquoi elle fait ça? Ben oui, c'est vrai que c'était particulier, mais moi, je demandais beaucoup d'informations. J'ai été voir d'autres oncologues et j'étais vraiment, moi, je le suis encore, quelqu'un qui veut être informé, qui veut savoir les choses. Je voulais Ouais. savoir quels étaient tu sais, les chiffres, les statistiques et tout. Ce qui fait que quand j'ai refusé finalement de continuer, mon médecin et mon oncologue n'étaient pas d'accord. En même temps, elle m'a dit que je le faisais en toute conscience, contrairement à des personnes qui refusent d'emblée, tout de suite, par principe, disons. Moi, je n'étais pas là-dedans. J'étais informée, en fait. Je savais vraiment, en refusant, à quoi je m'exposais à quelque part. Et j'ai accepté d'être suivie. Donc, je voulais plus faire la chimio, mais tu sais, je voulais continuer d'être suivie par mon oncologue. Je voulais continuer de faire des scans pour suivre parce que là, au moment où j'ai pris ma décision, moi, j'étais guérie. J'avais plus rien. Ouais. Oui, oui, mais en Euh, fait, c'est vrai que souvent, ils proposent la chimio et la radiothérapie pour s'assurer qu'il n'y a aucune cellule cancéreuse qui est passée dans le sang et qui va du coup aller contaminer les autres organes. C'est souvent pour ça, en fait. Comme tu dis, c'est du préventif c'est du et préventif. c'est souvent après la chirurgie, hein. Ça laisse beaucoup de séquelles. En fait, oui, c'est en prévention, mais ça laisse quand même beaucoup de séquelles. Le corps est merveilleux. Alors, justement, comment ton corps a réagi face à cette chimio? J'imagine que tu as dû perdre tes cheveux, tu as dû perdre du poids, tu as dû être malade, à en vomir, à avoir des effets Oui, secondaires désagréables, on va dire, hein. oui. Ça a été, c'est comme un peu, c'est très, très intense. C'est vraiment bizarre. C'est comme, je ne sais pas comment le décrire, là. Tu sais, avant moi, ma mère a eu le cancer du sein. Puis je pensais comprendre ce que c'était, mais en fait, tant que tu le vis pas, c'est difficile, en fait, à expliquer. Très difficile. Mais c'est des doses massives de médication.
qui reste pendant quelques jours dans le corps, puis après que tu élimines, puis après, il y a un effet résiduel, c'est-à-dire que la première chimio, tu récupères, mettons, après 4 jours, 5 jours. La deuxième, c'est après 6, 7. La troisième, tu comprends? Donc, il y a un effet qui reste, en fait. Mais si c'est pour te permettre de rester vivant, ben, moi, je suis pas anti-chimio. Oui, oui, je me doute. Toi, tu n'es pas en train de communiquer le message, ne prenez pas la chimio, ne suivez pas les... Non, non, pas du tout. Toi, tu t'es vraiment finalement écouté en fonction de comment toi tu te sentais, Oui. comment par rapport aussi à ce que ton médecin te disait, parce que finalement tu dis, enfin, tu nous as dit tout à l'heure que tu continues à te faire suivre, à faire tes examens d'imagerie pour vérifier justement s'il n'y avait pas un retour de cette maladie qui aurait pu être possible. Et par contre, toi, ce que tu voulais, c'était essayer, si j'ai bien compris, de te soigner ou en tout cas de maintenir ton corps Mm. pour éviter de rechuter avec des méthodes naturelles. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Donc, au moment où j'ai arrêté, j'avais plus rien. Donc, c'était pas le but de faire diminuer une tumeur. C'était pas ça, j'en avais plus. Oui. Mais c'était de retrouver la santé parfaite, on va la nommer comme ça, d'une autre façon qu'avec les moyens conventionnels. Voilà, on va dire Et ça. alors, quel impact justement cette maladie, ces traitements par rapport à ta vie de famille? Tu as commencé l'interview en nous disant que juste avant de savoir que tu avais ce cancer, bah, tu avais initié justement les formations de François avec tu découvrais en fait les enseignements de pleine conscience, tu découvrais aussi l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe. Comment ça s'est passé tout ça? Parce que j'imagine que toi, tu étais pleine de projets entre ta vie familiale, ta vie professionnelle. Tombe le diagnostic de la maladie, tu te fais opérer, tu crois que c'est léger, en fait, c'est un peu plus important. Tu pars pour 3 mois de traitement beaucoup plus intensif qui te mettent un peu de sang dessous finalement physiquement. Comment ça se Mhm. passe par rapport à toi, par rapport à ta famille au niveau émotionnel? Est-ce que tu as eu tendance à être en dépression ou je sais pas, comment ça s'est passé pour toi tout ça? Oui, ben, c'est vraiment un millimélo d'émotions. Pour moi, c'était important d'être transparente avec mes enfants. À toutes les étapes, je leur ai toujours dit où j'en étais. On a eu plein de super discussions, puis très vraiment, je veux dire, c'était la vérité que je leur disais. Sans drame, par contre. C'est important pour moi en tout cas, c'était important de ne pas leur faire peur pour rien, mais je voulais pas non plus leur cacher la réalité ou quoi que ce soit. C'est sûr que ça chamboule une vie complètement, là. D'un côté, tous les projets sont mis sur la glace parce qu'il n'y a plus de place pour ça du tout. En tout cas, avec le type de chimio que j'avais, il y a certaines chimios où tu peux continuer, mais pas celles que j'avais. D'accord. Et les enfants, ils s'habituent quand même bien. Tu sais. Il y a des choses comme, par exemple, moi j'étais bénévole dans l'école de mes enfants, ben là, ils m'ont demandé de ne pas y aller sans avoir quelque chose sur la tête. Ils ne voulaient pas que leurs amis voient que j'avais pas de cheveux. Ah, d'accord. Et c'est des petites choses comme ça où mon fils il avait peur d'arriver à la maison à un moment donné et que ça a été plus loin à l'hôpital puis qu'il puisse pas rentrer dans la maison. Donc, c'est des... euh, eux, ce qu'ils ont dans la tête, en fait, c'est pas nécessairement ce qu'on pense qu'ils ont dans la tête. C'est pour ça que c'est important de parler avec eux puis de leur dire qu'ils n'entendent pas des choses d'une personne ou, tu sais, quand tu parles au téléphone, c'est important qu'ils aient cet espace-là pour parler de ce qui se passe pour eux. Donc, pour les enfants, en fait, avec mes enfants, ça s'est quand même bien passé, même si c'est quelque chose. Mais moi, je suis toujours restée positive. Puis j'ai eu la chance d'avoir un diagnostic qui était quand même positif. Ouais. À aucun moment, on m'a dit, il te reste 3 mois à vivre. Donc, tu sais, pour mes enfants, c'était, là, on vit ça en ce moment, mais ça va avoir une fin. Puis, avec le recul qu'elle m'amenait la pleine conscience, disons, j'ai pu vivre ça moi-même autrement pour éviter de tomber dans la dépression. Par contre, ça veut pas dire que j'ai pas eu des moments dépressifs. Tu sais, j'ai pas eu des moments où j'étais dans le fond du trou, là. Je veux dire, quand il y a des choses qui tombent dessus, il faut le temps de digérer tout ça. Mais justement, en prenant pas de médication, j'ai pu laisser la place à toutes ces émotions-là. Je me suis dit que je le ferais tant que je pouvais. Si j'avais senti que j'arrivais plus à gérer, j'aurais pas hésité à me tourner vers la médication. Oui. Mais à aucun moment tu t'es sentie incomprise par rapport au parcours que tu vivais, à aucun moment tu t'es sentie peut-être submergée par toutes ces émotions que tu pouvais vivre
Parce que j'imagine que ça chamboule tellement la vie que déjà, on sait très bien que la vie n'est pas linéaire, hein. Il y a des hauts, il y a des bas de façon plus ou moins importante. Mais donc là, c'est vrai qu'avec le diagnostic d'une maladie, Oui. le traitement, Ben, c'est sûr qu'il y a des moments où j'étais submergée, mais je dirais que moi, j'essayais de donner du sens à tout ça. Ça m'a amené énormément de réflexion pour arriver à calmer tout ça, pour arriver à calmer ce flot d'émotions-là. Ben, j'ai essayé de donner du sens, de quelque part dédramatiser les situations, prendre du recul. Euh, je veux dire, j'ai eu plein de passes. Là. Tu sais, il y a un moment donné, quand j'ai commencé à m'informer, je me suis sentie très en colère contre le système. Le système qui fait en sorte, à quelque part, en fait, moi, dans ma compréhension, là, je ne dis pas que c'est la vérité, mais dans ma compréhension, il y a beaucoup de maladies qu'on peut éviter, qu'on peut prévenir. Mais l'accent au niveau de notre rythme de vie n'est pas du tout là-dessus. Tu sais, donc, il y a un moment donné où je me sentais vraiment, quelque part, je sentais qu'on était sacrifiés. donc, tu penses que tu aurais pu, que cette maladie-là, ce cancer que tu as eu, n'est pas arrivé pour rien et que tu aurais pu l'éviter dans ta vie? Ça, c'est ce que tu crois? Je le sais pas, en fait. Je te dirais que ma pensée n'est pas fixée là-dessus, parce qu'il y a différents courants de pensée. Tu vois, il y en a qui disent... je pense en tout cas qu'on a les épreuves parfaites. Je pense qu'on a les épreuves parfaites pour nous-mêmes. Moi, cette maladie-là a été parfaite et elle l'est encore, parce qu'elle m'a obligée à faire certaines choses qu'une autre épreuve m'aurait pas amenée à la même place. OK? Donc, moi, je pense que Qu'est-ce qu'elle t'a obligé à faire, cette maladie, finalement? elle m'a obligée à me positionner, à me questionner, à reconnecter à moi, à quelque part. Comment je me sens, moi? Qu'est-ce que j'ai envie? J'ai tellement eu des décisions à prendre, puis j'en ai encore aujourd'hui. Mais avant, j'étais déconnectée, en fait, de mon senti. Je remettais beaucoup mon pouvoir à l'extérieur. D'accord. Ce qui fait que je pense que quand tu as une maladie comme ça, moi là, ce qui m'a sauvée, c'est de me sentir, de pas sentir que c'était un hasard puis que j'avais un pouvoir dessus, à quelque part. Pas tout le pouvoir. Je voulais pas contrôler, je voulais pas lutter ou combattre, Ouais, mais de tu voulais sentir pas être étiquetée, je suis malade, et finalement porter cette étiquette comme ça toute non, ta vie. Et finalement, non. parce que du coup, quand on t'étiquette malade, la guérison est un peu plus compliquée aussi. Ben oui, puis quand tu penses que ça te tombe dessus aussi, après, c'est que tu as peur. Tu as toujours peur que ça te retombe dessus, à quelque part. Si pour toi, c'est le hasard. Si pour toi, la maladie, c'est que le fruit du hasard, c'est horrible, c'est dur. Ça, c'est une conséquence. Quand tu es dedans, on dirait que tu as la force pour faire ce qu'il faut, mais après, tu as toujours peur que ça revienne. Donc, si toi, tu continues ta vie comme avant et que tu penses que c'est juste le hasard, ben c'est dur à vivre, là. Vraiment. Et en même temps, ce que tu dis aussi, de dire que d'une certaine façon, c'est toi qui as créé cette maladie, c'est pas toujours évident non plus. C'est quand même Oui, aussi effectivement. une C'est vision, très culpabilisant. c'est une vision qui peut être aussi, entre guillemets, un peu violente pour certains, parce que je pense pas que tout le monde serait prêt d'accepter de dire oui, c'est moi qui ai créé ce cancer, parce que du coup, ça veut dire que tu es aussi OK de vivre tout ce qui est les traitements, les conséquences des traitements, tout ça. Mais je pense que ça, c'est faux. C'est pas vrai qu'on crée volontairement, consciemment une maladie. Je Ouais. pense qu'il y a personne d'assez fou pour ça. Là où, tu sais, je vais t'avouer, franchement, Hélène, tout n'est pas 100% clair pour moi. Mais je suis persuadée qu'on a la responsabilité de comment on va vivre les choses, puis on a la responsabilité de prendre soin de soi-même. Là où je pense que ça aurait pu être évitable, où je pense, en fait, puis j'en suis pas certaine, mais je sais que toute la gestion des émotions est super importante sur comment physiologiquement notre corps fonctionne. Il y a un lien incroyable qui est de plus en plus euh, prouvé en fait par la science. C'est encore le début de tout ça. Mais notre corps, il fonctionne, il y a des réactions physiologiques à ce qui se passe dans notre tête, à ce qui se passe dans notre corps, dans notre cœur. Bah, tout Et est lié, c'est hein. pas... C'est vrai que c'est un tout, quoi. Il y a effectivement tout ce qui se passe dans notre corps, mais il faut effectivement aussi considérer tout l'aspect mental, l'aspect psychologique, et bien sûr tout ce qui est environnemental, c'est-à-dire l'alimentation que l'on se donne, hein, avec laquelle on se nourrit,
l'environnement que l'on respire, l'air. C'est sûr que si tu vis dans un endroit très pollué, c'est peut-être pas pareil que si tu vis dans un endroit plus sain. Et c'est effectivement, on pense aussi beaucoup au stress. Il y a beaucoup de tous les facteurs qui sont en lien avec le stress fait que ça peut être tu vas créer en fait un terrain favorable à développer tout un tas de maladies, et notamment le cancer, tu vois. Et c'est vrai que indirectement, les maladies, elles surviennent parce qu'il y a un dérèglement au niveau physiologique qui est lié, pas de façon volontaire, on n'en a pas conscience, tu l'as dit à juste titre. Et moi, je partage ton opinion, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'une maladie n'arrive pas par hasard et qu'elle c'est juste en fait un effet des causes. Enfin, c'est de la cause à effet en fait. C'est parce que tu as mis en place malgré toi, sans être conscient finalement de tes actes, peut-être une nourriture pas adaptée, beaucoup de stress ou autre. Bon, voilà, on n'a pas toujours cette conscience-là. Et du coup, en fonction aussi de ton terrain, parce qu'on n'est pas tous égaux aussi là-dessus. Hein. C'est sûr que on n'a pas tous le même métabolisme, on n'a pas tous le même, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Et je pense qu'effectivement, quand tu prends tout ça dans sa globalité, tu peux du coup plus facilement que d'autres développer des maladies, quoi. Donc, tu vois, moi, quelque chose qui m'aidait, là, ça fait partie de mes croyances, c'est que je me suis dit que j'étais arrivée sur Terre avec certaines choses à expérimenter, disons. Et donc, mon pouvoir, il était justement dans, bon, ben ça, c'est arrivé, comment je fais maintenant pour dépasser tout ça, pour écrire différemment ce qui s'en vient à quelque part. Puis c'est là où ça a été particulier d'avoir une récidive. Parce que là, si on continue l'histoire, 6 mois après avoir arrêté mes traitements, ben, j'ai appris que c'était revenu. Donc là, j'ai dû me faire réopérer d'une opération qui est quand même lourde parce qu'on a dû enlever tous mes ganglions du côté droit. Et là, j'ai accepté de poursuivre la chimio et de faire la radiothérapie. Parce que là, mon pronostic vital était en jeu. C'était, si tu fais pas ça, là, le cancer est revenu dans ton corps, il est là. Donc, c'était pas la même motivation. Et vu comme ça a été difficile, puis comme encore aujourd'hui, 2 ans après la fin de tout ça, j'ai encore des séquelles, jamais j'aurais assumé d'avoir ces séquelles-là si ma vie n'avait pas été en jeu. Alors, qu'est-ce qui a été différent finalement entre le premier cancer et ce deuxième, enfin cette récidive? Toi, est-ce que tu t'étais dans ta tête, est-ce que tu étais déjà guérie? Comment t'as, du coup, j'imagine que oui. Et comment est tombé, enfin, comment t'as vécu finalement cette deuxième épée de Damoclès où on te dit, mais en fait non, vous n'êtes pas complètement guérie. Oui, ben ça a été très, très dur, très difficile. Je suis rentrée dans une colère terrible. Qui a duré peut-être 2 jours, 2, 3 jours, mais qui était présente, où là, plus rien avait de sens. Tous les enseignements que j'avais eus, je me rendais compte que, en fait, je me suis rendu compte que tout ça, je croyais tout ça, mais c'était conditionnel à ce que j'aille bien. À partir du moment où ça se passait pas comme je voulais, là, j'y croyais plus. Fais des plans et tu feras rire Dieu, n'est-ce pas? Oui, c'est en plein ça. Au final, ça a été très, très bénéfique, vraiment, et je suis quitte à avoir vécu la maladie, là, autant l'avoir vécu comme ça parce que ça m'a amené complètement ailleurs puis avec beaucoup plus de sérénité. Dans la première partie, j'ai fait beaucoup de choses pour guérir. Puis là, tu te jettes partout parce qu'il y a tellement de méthodes. Hélène, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Il y a quelqu'un qui dit oui, mais moi j'ai guéri en faisant un jeûne, puis moi j'ai guéri en faisant telle affaire. Mais tu peux pas tout faire. Ouais. Je deviens un peu fou en me disant mais si je priorise ça plutôt que ça, peut-être que ça, c'est ça qui m'aurait fait guérir, puis pas ça, tu comprends? Tu vires un peu fou là-dedans. Oui, d'autant plus que là, j'imagine que ces méthodes, c'est pas les méthodes traditionnelles que propose la médecine autre que la chimio et tout ça. Et donc, du coup, forcément, ça peut être perçu comme quelque chose d'expérimental qui, du coup, n'a pas complètement fait ses preuves. Ça peut marcher chez certains, peut-être pas chez d'autres. Et donc, du coup, forcément, tu y vas à tâtons et puis le résultat, on ne sait pas. Mon rêve, c'est vraiment d'avoir un centre de médecine intégrative. Il y en existe quelques-uns dans le monde où les deux coopèrent. Parce que je pense vraiment que ça peut être bénéfique autant pour les personnes, mais aussi pour le système de santé, pour la société, en fait.
Parce que des gens malades du cancer, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et à partir de ce deuxième diagnostic-là, j'ai commencé... Déjà, ça m'a vraiment foutu la trouille parce que le cancer est revenu de façon plus agressive encore. Et sur les 31 ganglions qui ont été retirés, il y en avait 24 de positifs. Ah ouais. Et la Alors, chance que j'ai pour eue... expliquer, parce que je pense que tout le monde ne sait pas, mais les ganglions, finalement, c'est juste ce qu'il y a sous l'aile et quand ils sont infectés, on va dire, c'est que le cancer est en train de se propager et que donc, du coup, Oui, l'étape d'après, après, c'est les métastases dans les autres organes. Oui, c'est ça. Finalement, c'est ça le risque, hein. Quand les ganglions sont envahis, c'est que Oui. derrière, tu ailles, je dis contaminé entre guillemets, mais c'est plus, oui, les cellules cancéreuses qui vont aller migrer dans d'autres organes et qui peuvent du coup créer des métastases du cancer du sein ailleurs, dans le poumon, dans la peau, tout ça. Et c'est C'est pour ça, ça que tout à tu fait. disais que forcément ce deuxième cancer était plus agressif que le premier, ou finalement le premier était très localisé puisque c'était qu'une boule finalement, si je bien compris. Donc, Et alors, excuse-moi, je te coupe, mais du oui, coup, est-ce que tu n'as pas culpabilisé? Parce que, est-ce qu'au fond de toi, parce que si je refais l'histoire, tu as eu ton premier cancer, tu as fait tous les traitements, la chirurgie, le premier cycle de 3 mois, enfin les premiers cycles de chimio pendant 3 mois, tu es guéri, les médecins te préconisent au départ de poursuivre ce deuxième cycle de 3 mois de chimio, toi tu décides d'arrêter et en même temps de continuer à te faire suivre parce que tu considères que tout va bien, que tu es guéri et puis qu'il n'y a plus de maladie visible en imagerie. Et du coup, on t'apprend quelques mois plus tard que tu as une récidive. À aucun moment, tu as été dans la culpabilité de te dire, mais punaise, j'aurais peut-être dû finir ce fameux traitement, peut-être que j'aurais pas eu un deuxième cancer. Enfin, comment tu as géré ça? Parce que moi, je suis sûre que j'aurais culpabilisé. ben, en fait, non. Parce que ma décision, je l'ai prise en toute connaissance de cause. Je savais que c'était un risque. Je le savais, j'étais pas prête à le prendre. Ce risque-là d'avoir toutes les conséquences et toutes les séquelles de ces traitements-là, tu sais, c'était soit je m'en voulais. Imagine, Hélène, là, que j'aurais fait tous les traitements, puis que c'était revenu. Là, je m'aurais dit, ben, c'est parce que j'étais allée trop loin. Ma petite voix me disait d'arrêter, Ah, que ça, mon corps en pouvait plus. c'est hyper intéressant parce que finalement, tu as été à l'écoute de ton corps, tu as été à l'écoute de tes besoins et tu t'es fait confiance à travers tout ça. C'est-à-dire que ça peut paraître comme une décision un peu irrationnelle parce que effectivement aujourd'hui quand même on se repose beaucoup sur la science, la médecine, les traitements et c'est bien, c'est hyper important. Mais c'est vrai que parfois on déconnecte un peu malgré tout ça l'aspect émotionnel, l'aspect un peu Oui. oui, le côté âme, tu vois, le côté individu qui est à l'intérieur de nous, qui sait la petite voix intérieure, qui sait finalement aussi ce qui est bon pour nous, tu vois. Donc toi, tu t'es tout le temps laissé guider par ça, finalement. Ben, c'est pas si évident parce qu'avant la maladie, moi, j'étais déconnectée de cette petite voix-là. Donc, tu sais, ça se fait en quelques mois. T'apprends, t'expérimentes. Tout ça, là, en fait, c'est qu'il n'y a aucune garantie. Même en faisant les traitements au complet, tu n'as aucune garantie que ça va fonctionner. Il faut le savoir, ça. C'est pas parce que j'aurais fait au début tout que j'aurais pas eu de récidive. Donc finalement, c'est une forme de foi en la vie, une forme de foi Ben, inconditionnelle en fait, hein, où tu t'accroches et tu te dis ça va marcher. ben, c'est que moi, je me suis dit, ce qui doit arriver va arriver, à quelque part. Et moi, j'ai pas remis mon pouvoir complètement dans les mains des médecins, mais il y en a pour qui c'est ça qui va les guérir. En fait, il faut que ça vienne de l'intérieur de toi. Puis c'est pour ça que le plus grand apprentissage de cette récidive-là, à quelque part, c'est qu'il n'y a pas, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas juste une façon. Il y a vraiment des gens qui ont refusé des chimios puis qui sont guéris par eux-mêmes. Il y a vraiment des gens qui ont fait tous les protocoles médicaux et qui ont guéri. Il y a des gens qui ont fait tous les protocoles médicaux et qui sont morts aussi. Tu sais, il y en a une tonne aussi, là, il faut le savoir. Oui, tout à fait. Puis, parce que c'est intense, pas à peu près, il faut le vivre. Tu vois, à la fin, quand j'ai refait la chimio, quand j'ai fait la deuxième chimio, c'était très, très intense, tellement que je devais en faire 6. Puis à cinquième, j'ai perdu conscience. Ah oui. Je me rappelle très bien du moment où c'est arrivé, où j'ai lâché prise. C'est de dire, je meurs. Je suis d'accord pour mourir. C'est trop. Mon corps, il peut plus gérer ça parce que c'est vraiment intense.
ça dépend. Je veux dire, ça dépend pour chacun, mais moi, en tout cas, moi, là, personnellement, je le vis, puis à mon avis, je me dis que ça doit être ça, faire une overdose de drogue, en fait. C'est quand ton corps n'arrive plus à gérer, tes organes n'arrivent plus à gérer ce qui se passe là. D'accord. Et C'est-à-dire qu'en fait, tu n'arrives même plus à te lever. Comment ça se traduit en fait? Tu n'as plus du tout aucune énergie vitale. T'es comme un. ça dépend. Des fois, ça dure pas longtemps, des fois, ça dure quelques heures. Ouais. Mais en gros, c'est sûr que plus ton corps en a, plus, je veux dire, par exemple, moi, il y a des moments où mettre, juste mettre ma robe de chambre, ça m'a demandé un effort fou. Juste, là, cette fois-là, qui a été la pire, ben juste me rendre, tu sais, juste sortir de mon lit pour me rendre jusqu'aux toilettes, c'était surhumain, là, c'était comme trop. Ouais, t'es Mais dénué de force en fait finalement. C'est comme si tu étais complètement vidé d'énergie et que. c'est que tes organes gèrent, la chimio gère, tout ça parce que ça veut dire que ton corps, il fournit un travail de fou. Merci à mon corps. Tu sais, merci tellement parce que c'est beaucoup. Donc, pour faire ça, il faut être motivé. Ouais, mais alors du coup, c'est pas évident parce que on sait très bien que la motivation est aussi beaucoup en lien justement avec l'aspect psychologique. Et c'est pas tout le monde, tu vois, qui a cette capacité justement de prendre du recul par rapport à la maladie, d'accepter les traitements, de vivre en. Pour vrai, en fait, ça demandait un effort fou au corps de gérer tout ça, de gérer la médication, les cellules qui meurent et qu'il faut éliminer. Tu sais, c'est vraiment un travail important du corps, de Ouais. tout le corps, en fait. Mais comment Ah, tu as ça géré gèle ça? Parce encore! qu'il y avait l'aspect effectivement physiologique, c'est-à-dire au niveau du corps, tu subis les effets, oui, les effets secondaires physiques, mais comment tu as Ah, géré au niveau mental en fait? Parce que on sait aussi que tu parlais de motivation tout à l'heure, tu dis qu'en gros, il faut être motivé pour suivre les traitements malgré tous les inconvénients qu'il y a physiquement. Mais comment tu hum. maintiens cette motivation au fur et à mesure, tu vois? Enfin, comment tu la maintiens? En fait, pour ma part à moi, là, ça a été constamment un choix. Par le passé, j'ai eu tendance à pas vivre pleinement ma vie, ok? À pas oser, à pas faire les choses, tu sais, je sais pas comment dire, mais à faire ma vie plutôt sur le pilote automatique que dans la conscience. Ouais. Et pour moi, la maladie, ça a été vraiment une occasion de dire oui à la vie, en fait. Ça a été un grand oui. Parce que moi, j'ai jamais vu la maladie comme un combat ou comme une lutte. Par contre, il faut vraiment avoir cette force-là de passer au travers de tout ça, de dire oui à la vie. Puis, d'ailleurs, c'est ça qui a été différent à la récidive. Je dis récidive, mais en fait, on ne sait pas trop si c'est une récidive, vu que c'était... Les médecins, en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs dans tout ça, hein. Puis tous les médecins ne pensent pas nécessairement de la même façon, mais on va dire récidive. C'est que ça m'a mis encore plus devant la possibilité de ma mort. Puis ça a été un moment déterminant mais salvateur, que je souhaite à quelque part à tout le monde, de se rendre compte qu'on est mortel. Pour moi, c'était avec la maladie, mais en fait, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver Ouais, même. je rebondis sur ce que tu dis parce qu'en fait, je pense que ça peut être un des points communs, tu vois, entre ton histoire et la mienne, c'est-à-dire que moi, j'ai pas vécu de maladie comme toi, enfin, j'ai pas eu à gérer le cancer. Par contre, il y a quelques années, j'ai fait un burn-out et je ne le savais pas à l'époque. Et ma vie n'a pas été mise en danger en tant que telle, mais à un moment donné, j'étais tellement mal psychologiquement que j'en avais perdu le sens et que j'ai fini par comprendre comment les gens pouvaient en arriver, tu vois, à se suicider au travail ou des choses comme ça. Et en fait, à partir du moment où tu es tellement mal dans tes baskets qu'à un moment donné, tu en remets même en cause le sens de la vie, il y a forcément un truc qui se passe. Il y a un switch en gros. C'est soit la question c'est la vie est-elle suffisamment précieuse pour que j'ai envie de continuer et du coup je m'accroche à la vie ou est-ce qu'au contraire ma vie il n'en vaut vraiment plus la peine et là limite comme tu dis je laisse aller et si je meurs quoi tu vois et c'est peut-être ce point commun qui fait qu'à un moment donné on s'accroche à ça. Enfin, moi je sais que je me suis aussi accrochée à la vie et à partir de là j'ai eu la capacité de rebondir et de mettre en place plein de choses pour m'en sortir, redonner du sens à ma vie, de la joie et tout ça. Bon, aujourd'hui, en l'occurrence, le sujet, c'est pas vraiment le burn-out, mais je rebondis sur ce que tu dis parce que
c'est vrai qu'on a tendance à vivre, nous les êtres humains, comme si on était des êtres immortels, comme si la vie était pour des années de façon indéfinie, sans forcément se poser des questions existentielles. C'est Mm. clair ce que tu dis là. Oui, complètement. Ben, c'est ça. Moi, c'est ça qui a été nouveau. Donc, j'avais déjà, tu sais, je te dirais que pour mon premier diagnostic, c'est comme si la mort m'avait fait coucou, mais tout de suite, ça avait été non, non, tout va bien, tout est sous contrôle. Et après, là, il a vraiment fallu que je fasse face à ça, à cette possibilité-là. Et ça m'a vraiment, je sais pas, mais pour moi, ça a été un déclic. C'est-à-dire que là, toutes les bonnes habitudes que j'avais prises, je les faisais toujours, mais pas pour guérir, je les faisais pour bien vivre ma journée, une journée à la fois. Pourquoi est-ce que quand je mange plus sainement, c'est pas pour guérir, c'est parce que quand je mange plus sainement, ma journée va mieux. Je suis plus éveillée, je suis Oui, plus... finalement, en fait, tu as vécu un peu comme si tu n'étais pas malade et tu t'es dit, je vais prendre soin de moi tout simplement parce que je sais que ça me fait du bien au quotidien. Et en partant du principe que de toutes les façons, ta vie peut s'arrêter du jour au lendemain, quelle que soit finalement la cause, parce que ça Ouais. aurait pu être la cause de ton cancer, mais Mm. effectivement, tu aurais très bien pu sortir de chez toi, traverser la rue, te faire renverser par une voiture et puis terminer. Mm. C'est vrai qu'on Complètement. ne sait pas, hein. On sait quand Ça est-ce que peut notre être vie ça a pour nos commencé, on ne sait enfants. pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Tu sais, ça peut être ça pour nos enfants aussi. On prend pour acquis que que nos parents vont mourir pas avant 80 ans. Pareil pour nous, pareil pour nos enfants. Mais en fait, là, la vie, c'est pas ça. Et j'ai appris à profiter avec, selon ce qui se présente, en fait. C'est-à-dire que même quand j'étais en chimio, par exemple, ou en radiothérapie, quand j'allais vraiment pas bien, ben, Ouais. tu sais, même ces journées-là, même ces moments-là où on n'est pas au top, on peut quand même aller chercher quelque chose puis profiter selon ce qui se présente, là. Tu sais, il y a Mais une comment en différence. fait, parce que ce qui est intéressant, on se rend compte en fait que ce qui a fait peut-être aussi la différence, c'est ton état d'esprit, c'est tes perceptions des situations. Peut-être que toi, tu as eu une tendance aussi à avoir une psychologie positive, à toujours voir le côté positif plutôt que le côté négatif. Mais est-ce que ça, c'était inné chez toi ou est-ce que c'est lié justement au fait d'avoir suivi les enseignements de pleine conscience? Enfin, Mm. qu'est-ce qui t'a aidé justement à développer ce mindset-là? Bon, ben, déjà, c'est pas inné parce que dans ma vie, tu sais, de jeune maman, puis tout ça, j'ai vraiment eu des périodes, j'ai même pris des antidépresseurs qui n'ont pas fonctionné, mais où j'étais, tu sais, mon médecin disait justement que je pouvais être dépressive et tout. C'est pas du tout inné, là. J'ai eu des années, même où c'était difficile, puis où je voyais beaucoup le négatif. J'ai vraiment été dans cet état d'esprit-là, là. Faut pas croire que c'est inné. C'est le point de départ, en fait. La maladie, ça a été pour moi le point de départ où j'ai pas eu le choix. Oups! Parce que quand tu fais pas ça, tu peux pas survivre à quelque part. C'est ça, c'est un grand oui à la vie. Sinon, c'est dur, là. Si tu t'embarques dans cette affaire-là de façon négative, tu vas manger de la garnotte, tu vas manger des cailloux. Et il y avait aussi l'envie, moi j'ai des enfants, de me dire, écoute, là, cette chimio-là, peut-être que je ne vais pas y survivre. Mais en tout cas, qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants? Qu'est-ce que je veux? Oui, c'est vrai, là, que maman est dans son lit presque tout le temps, mais tu comprends, il y a une différence entre être dans son lit puis brailler sa vie ou être dans son lit puis pouvoir sourire, au Oui. minimum. Bah, c'est sûr que si tu dégages finalement pas la même énergie et même enfin, pas du Mm. tout le même état d'esprit, mais bon, c'est que ça peut être quand même assez surprenant parce qu'effectivement, je pense que enfin, ce serait même humain, tu vois, de pas être dans cet état d'esprit, d'avoir envie de broyer du noir, d'avoir envie, tu vois, de s'apitoyer sur son sort aussi en disant parce que peut-être on pourrait vivre ça comme une injustice, comme beaucoup de colère. Enfin, t'en as parlé tout à l'heure, hein. Tu Oui. as évoqué beaucoup de colère et tout. Enfin, c'est, j'imagine que ça n'a pas dû être comme ça tous les jours. T'as pas dû avoir cette pensée positive tous les jours. Et comment tu faisais justement pour réussir à essayer de garder ça? Ben, les enseignements de la pleine conscience m'ont aidé énormément. C'est vraiment ça qui a fait une différence pour moi, de prendre du recul, de, tu sais, enlever le drame dans tout ça, là. C'est-à-dire que, à quelque part, parce que c'est souvent ce qui est là, même mourir, ça fait partie de la vie à quelque part. Tu sais, de dire,
je sais pas comment dire ça. Moi, à quelque part, quand on regarde, on est juste un pion sur la planète, là. Il y en a plein des gens qui meurent à chaque jour, de plein de raisons absurdes, dans des pays qui sont pas si loin des nôtres. Et tu comprends? Donc, Ouais, il tout à fait. faut relativiser les choses, là. Faut relativiser vraiment. Fait que moi, je me trouvais chanceuse d'être dans un pays où on pouvait me soigner, ou d'être dans une famille où mon mari a pu continuer à travailler, où moi, même si ça a eu un impact énorme sur notre situation financière, où au moins moi, personnellement, j'ai pas eu à me préoccuper de est-ce que j'ai à avoir des sous pour payer mon loyer. Il y en a, hein, il y en a qui vivent le cancer comme ça, hein. Donc moi, je me sentais vraiment dans la gratitude. Ça, la gratitude, c'est un des enseignements de la pleine conscience. Oui, tout à fait. Tu sais? Puis de dire que tout change. Quand ça allait pas, dire OK, respire. Là, t'as mal. Là, tu sais pas comment tu vas faire pour gérer ça, pour endurer ça encore, mais tu sais que tout change. Oui. Donc, c'est des petites choses comme ça auxquelles je me rattachais pour vivre le moment. Tu sais, bon, OK, cette journée-là, là, t'en as arraché, là, tu veux plus en vivre des journées de même, mais ça sera pas, tu sais, justement, tout change, tout est cycle. Ça me donnait beaucoup d'espoir, disons. Puis, c'est la réalité, c'est-à-dire que ça changeait. J'étais pas toujours dans la grosse douleur, j'étais pas toujours dans la grosse tristesse, dans le gros chagrin, tout ça, ça change. Quand, à partir du moment où tu les accueilles, c'est fou, c'est magique, à quelque part. À partir du moment où tu accueilles quelque chose, ça prend bien moins de place. Mais alors, Vraiment. comment tu fais, justement, comment tu fais pour accueillir, parce que parfois on pourrait croire qu'on est dans l'accueil alors qu'en fait, pas forcément, tu vois. Ben, tu vois, moi, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses que j'ai été dans l'accueil, puis il y en a d'autres que je gère maintenant. C'est-à-dire que sur le coup, j'étais en mode survie. C'était d'un jour à l'autre, tu vois, et j'ai géré beaucoup d'émotions, mais j'ai pas tout géré. Je me rends compte que, je sais pas, ça doit être un réflexe de survie, qu'on peut pas tout faire face à tout en même temps. Mais en gros, moi, la façon dont je fonctionne, c'est que quand il se passe quelque chose, si je ressens de la colère, ben, je la ressens, la colère. C'est ça. Puis là, tu sais, c'est de voir à quoi ça ressemble dans mon corps. Où est-ce qu'elle se situe, cette colère-là? Comment ça se manifeste? Vraiment de la vivre au complet, puis de l'accepter et de dire oui, vraiment, là, je vais le dire, là, je suis en crise. Je suis pas contente, ça marche pas, c'est pas juste. Ben, c'est ça. Là, aujourd'hui, là, au moment où je te parle, où je me parle, ben, je peux pas vivre autre chose que ça. Puis à force de l'accueillir, ben, des fois, ça dure 10 minutes, des fois, ça dure 1 heure. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu finis par l'observer en te disant, tiens, oh ben là, je crois que je vis de la colère et comme tu disais, comment ça se manifeste dans mon corps, au niveau de mes sensations, au Mm. niveau de mes douleurs, au niveau de mes pensées aussi, de qu'est-ce que je me raconte et finalement, en étant dans cette observation-là, bah, c'est pas enfin refouler parce que c'est vrai que les émotions, on peut aussi avoir tendance à les refouler, et du coup les mettre de côté. Et on dit souvent Mhm. qu'une émotion refoulée vient se cristalliser à un endroit dans notre corps et vient s'imprimer en fait. Mm. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on peut finir par développer des maladies. Parce que Oui. justement, on n'a pas laissé la place, mais parce Mm. qu'en fait, on est ignorant, on nous a pas appris ça. Complètement. Moi, c'est avec la maladie que j'ai appris tout ça. Puis c'est là où c'est merveilleux, à quelque part, c'est l'aspect positif. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, je le sais qu'ils le pensent, que moi, je suis pas chanceuse parce que j'ai eu le cancer, mais en même temps, moi, je trouve tellement aujourd'hui que ma vie, elle a de la couleur. Tout est pas rose. Loin de là, j'ai encore beaucoup de challenges. Mais on dirait que je sais mieux y faire face. Puis je sais mieux, dans la tourmente, profiter. Profiter de ce qui est là, avoir de la gratitude même dans la tourmente. C'est le plus grand apprentissage, je pense. Puis après, ce qui est plus difficile pour moi encore aujourd'hui, c'est de ne pas reproduire. Encore aujourd'hui, des fois, j'ai du mal à oser, à être moi-même. Tu sais, ça aurait été mon plus grand regret, en fait. Si j'étais morte après mon premier diagnostic, c'est que je me suis rendu compte que mes enfants, ils savaient pas vraiment qui j'étais, moi. Ils auraient perdu leur mère, celle qui prend soin, mais je pense que il y aurait plein de choses qui seraient passées à côté parce que je me dévoilais pas, en fait. Il y a beaucoup de choses que je vivais moi-même dans le secret.
toute seule dans Alors, mon... c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, là, d'une certaine façon, ce que tu nous dis, c'est que c'est grâce à ta maladie que tu as appris à te découvrir toi. Oui, vraiment. Et ben, tu vois, ça, c'est un autre point commun, en fait, entre ton parcours et le mien. C'est que, et c'est marrant parce que je disais ça l'autre jour à François quand je lui ai fait l'interview. Et je lui disais qu'en fait, ce que je trouve merveilleux dans mon burn-out, c'est que finalement, la plus belle personne que j'ai rencontrée, c'est moi. En fait, comme toi, je ne me connaissais pas, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas vraiment, en fait, qui j'étais à l'intérieur de moi. Et en même temps, c'est OK. Et c'est vrai que quand tu prends du recul, tu te rends compte qu'on ne nous a pas appris ça, ni à l'école, ni de par l'éducation qu'on a reçue. On nous pose pas forcément ces questions existentielles. On nous apprend pas forcément justement à être dans l'observation de ce qui est, à être dans à développer notre conscience en fait, hein, parce que c'est ça dont il s'agit. Cette conscience de qui nous sommes vraiment, de ce qui nous anime intérieurement, de ce qui nous met des étoiles dans les yeux, et puis quand tu disais, ça se trouve, je serais morte, et en fait, dans l'ignorance moi-même de qui je suis, et ma famille autour de moi ne me connaissait peut-être pas non plus. C'est C'est un peu assez ça. fou quand même. Et puis ça, c'est pas rien. Donc, quelqu'un qui me regarde en pensant que je suis pas chanceuse, moi, au contraire. Moi, c'est sûr que si j'avais le choix, je préférerais avoir ces apprentissages-là sans cette expérience-là, parce que c'est dur pour tout le monde, pour moi, pour mon entourage, pour ma famille. Et aussi, il faut savoir qu'on garde des séquelles. Moi, avec la maladie que j'ai eue, je dis pas que c'est comme ça avec tous les cancers, mais moi, j'ai des séquelles que je vais peut-être garder toujours. C'est pas rien. Malgré tout, ben, je trouve ça merveilleux d'arriver à ce niveau-là de conscience de pourquoi je suis ici. Pas nécessairement, même pas pourquoi, mais qu'est-ce que je veux faire ici, en fait? J'ai la chance d'être ici. J'ai la chance d'être ici. Puis qu'est-ce que je peux C'est faire de ce ça en temps-là fait. que j'ai? C'est déjà être dans la gratitude, effectivement, d'avoir la chance de vivre cette vie qu'on vit et comme en fait, et c'est ça que je trouve beau avec la pleine conscience, parce que finalement, c'est l'art de vivre à l'instant présent, l'art d'accueillir ce qui est. Et dans le mot présent, il y a déjà la notion de cadeau. Le présent est le plus beau des présents. Et Oui, effectivement, le fait de se rattacher à ça et d'être conscient qu'on est tous des gens mortels, ça peut s'arrêter demain, ça peut s'arrêter bientôt, enfin, on ne sait pas quand. Et du coup, ça nous fait effectivement vivre les choses différemment, peut-être aussi de façon plus intense, parce que d'une certaine façon, comme la vie n'est pas illimitée, on a envie aussi de profiter de chaque instant. Mais ça peut aussi nous mettre beaucoup en réaction parce qu'on pourrait du coup être un peu addict, tu vois, au côté hyper sympa de la vie où, en gros, on aurait envie que tout aille super bien tout le temps. Sauf qu'en fait, quand tu traverses comme toi des épreuves de maladie et tout, bah, on sait très bien que ça peut pas être, comme tu disais tout à l'heure, c'était pas rose tous les jours. non, puis même aujourd'hui, puis ça a été le, quelque chose d'important qu'il faut savoir parce que les gens, ils pensent que quand tu es dans la pleine conscience, c'est que tu es addict au bonheur, puis que tu veux que tout aille bien, toujours le sourire, mais ça a été un grand apprentissage. C'est que la vie, c'est des cycles. Ouais. Si je vais pas bien, c'est pas que je suis pas normale. C'est un cycle, c'est normal. Ça m'a tellement enlevé une pression sur les épaules. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon but, c'est pas d'être tout le temps heureuse, c'est pas d'être tout le temps positive. C'est juste de vivre ce qui se présente là, là. OK, hier, pas plus tard qu'hier, là, j'avais une journée qui s'est pas passée comme je voulais. Puis j'en ai pas fait un drame. C'est pas un drame. Ça arrive, tout simplement. Vraiment. Ouais, Fait c'est que ça, ça. En c'est... fait, je pense qu'on a cette capacité à se prendre hyper au sérieux et à tout dramatiser, comme tu dis. Et du coup, ça allège, enfin, ça alourdit, pardon, le voyage. Ça alourdit tout, en fait. Oui, effectivement. Moi, je me rends compte avec le recul que j'avais une chape de plomb sur les épaules de responsabilité, de il faut, de on doit. Puis c'est des choses que moi-même, en fait, je m'imposais. C'est vrai que la société n'aide pas, Non. mais si tu prends ta responsabilité, tu te rends compte que c'est toi qui t'imposes ça à toi-même, en fait. Donc, c'est ça, un apprentissage merveilleux. Puis, l'autre apprentissage, encore un de plus, si on peut dire, dont je trouve qu'on parle pas souvent, c'est, tu sais, on parle beaucoup pour aller bien, pour avoir une bonne vie, il faut avoir une bonne hygiène de vie, mais à quel point le plaisir fait partie de cette hygiène de vie-là. Tu sais, des fois, je pense qu'on est habitué
à se détourner de ce qui nous fait du bien. Oui. Je sais pas trop pour quelle raison. Je sais pas si c'est notre religion judéo-chrétienne ou si c'est par... Je sais pas pourquoi, mais on se détourne tellement de ce qui nous fait du bien. Alors qu'en fait, c'est ça la santé. Oui, je suis d'accord. Bah, Vraiment. regarde, il suffit en fait d'observer les enfants, les enfants en bas âge, pourquoi ils sont en pleine santé. Bien sûr, ils le sont parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'en fait, ils vivent dans l'insouciance, ils vivent dans l'instant présent, ils vivent dans le j'ai envie de jouer à chat, je joue à chat, j'ai envie de me reposer, je me repose. Ils ne se posent pas toutes ces questions existentielles que nous, les adultes, on se pose en fait, hein. Oui, effectivement. Et en Puis fait, c'est vrai que la tristesse, je trouve, moi, c'est que en vieillissant, finalement, on se coupe de notre enfant intérieur et de la petite voix qui nous dit finalement ce qu'il y a de bon pour nous. mm, vraiment, parce qu'elle est là, c'est là. Mais après, c'est qu'il faut déconstruire un petit peu. Moi, je suis là aujourd'hui, là, tu vois, maintenant que j'ai plus de traitement, mais tout s'est pas réglé comme par magie. Tu sais, il faut encore que je marche le chemin, que je redécouvre, justement, que je laisse plus de place au plaisir, parce que mes anciens patterns, ils reviennent. Tu sais, la rigidité à quelque part, de dire c'est comme ça. Avec les enfants, tu sais, avec la folie de la pandémie, là, où on est tous à la maison, puis là, il y en a un qui doit faire ci, puis l'autre, il est pas à ses affaires, puis c'est compliqué. Ouais. Mais justement, arriver à dédramatiser, puis à se ramener à l'essentiel, vraiment. C'est pas évident, c'est pas inné encore pour moi, mais j'ai ça en tête. Par contre, mon expérience est toujours là de me dire, c'est important en fait, là, c'est quoi que je veux? Je veux-tu que mon enfant il devienne un petit soldat obéissant ou je veux qu'il découvre qui il est puis qu'il l'expérimente? Ouais, non, c'est sûr que, mais ça fait partie des questions existentielles qui sont intéressantes à se poser parce que finalement, on en a tous tendance à faire les choses un peu de façon automatique parce qu'on a vu nos parents faire, parce qu'on a vu nos enseignants faire, parce qu'on voit encore aujourd'hui nos collègues faire et on se dit, bon, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire, donc tout le monde fait comme ça parce que c'est comme ça. Sans vraiment se dire, mais est-ce que ça, c'est vraiment ce qui me convient à moi? Ou est-ce Mais que c'est je peux essayer d'ajuster finalement pour que ça me mette effectivement des étoiles dans les yeux, que ce soit plus léger, que ce soit plus rigolo, plus de plaisir. Enfin, c'est ça, ramener le fun dans la vie, c'est ça aussi, c'est être capable de se dire, est-ce que le fun finalement, est-ce que c'est pas tout simplement, est-ce que c'est bon pour moi? Le fun, c'est ça. C'est le fun, c'est le plaisir, et c'est parce que c'est bon pour moi. Et donc, du coup, comme c'est bon pour moi, de façon automatique, je vais retrouver mon sourire, je vais retrouver mon énergie, et puis je vais du coup avoir tout simplement la force de faire les choses que j'ai envie, puisqu'en fait, ce sera pas compliqué, ce sera facile, parce que j'écoute tout simplement mon cœur, en fait. mm. Oui, c'est ça qu'il faut réapprendre, puis ça se fait, hein. J'ai déjà fait partie des gens qui croyaient qu'il n'y avait pas ça à l'intérieur, que c'était un don à quelque part, mais en fait, on l'a tous. On a tous cette guidance-là intérieure qui est pas loin. Il faut juste se reconnecter, vouloir le faire, puis Alors, comment tu as parce que fait, toi, justement, pour te reconnecter, quand tu croyais justement que tu n'avais pas passé à l'intérieur de toi, comment tu as fait pour le découvrir? ça a été de me poser. Ça a été déjà, en fait, je pense que il faut instaurer quelque chose, il faut instaurer un endroit. Donc, ça a été d'abord par la méditation. En dans le cheminement dans la pleine conscience, je me suis rendu compte que parfois j'étais dans un état de sécurité où j'avais plus peur. Puis, quand j'étais dans cet endroit-là, les décisions ou les choix étaient faciles, en fait. Je me posais plus de questions, je me posais plus tant de questions. Fait que là, ça a été de dire, tu sais, c'est comme essai-erreur, hein? C'est vraiment un chemin, hein? Je veux dire, il n'y a pas de raccourci là-dedans. Malheureusement, c'est chacun qui doit faire ses efforts, puis trouver. Je pense qu'il n'y a pas juste un chemin qui mène à soi, mais il faut le faire par soi-même. Donc, ça a été justement de retrouver cet endroit-là. Après, ça a été d'arrêter de prendre des décisions quand j'étais pas là, dans cet espace-là où j'avais plus peur. Ça a été de me rendre compte que quand je prends des décisions puis que je suis dans cette peur-là, ben la décision finalement est pas si bonne. Mais c'est de l'expérimentation, tout ça. Vraiment.
ça a été après de... En fait, il y a une certaine forme de discipline finalement, d'apprendre toujours à s'observer et de se dire, attends, est-ce que là, si je prends cette décision, c'est vraiment une décision en conscience ou est-ce que je réagis à chaud et au final, c'est pas ma petite voix qui me guide et qui me dit de faire comme ça, quoi. Mais c'est hyper Oui. compliqué parce que souvent, notre petite voix intérieure, enfin moi je sais que souvent elle vient me titiller et en fait ce qu'elle me dit va à l'encontre de tout ce qui se passe autour de moi. Mais quand je te dis tout, c'est 90% des choses que j'observe autour de moi ne sont pas forcément en cohérence avec cette petite voix intérieure. Mais alors du coup, qu'est-ce que j'en fais moi de ça, tu vois? C'est ça aussi, c'est qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là? Tout à fait, puis c'est un bon point que tu dis, Hélène, là, c'est pas magique, ça vient pas du jour au lendemain. Et c'est que tout ça, c'est un processus, c'est-à-dire que, à quelque part, ta voix, elle sait, mais ta vie est peut-être pas prête à recevoir ça. Faut accepter de faire un pas après l'autre pour arriver à toujours plus de cohérence. Mais ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, on vit aussi dans une société où on a envie d'aller vite, où on a envie d'avoir des résultats. Donc, c'est ça aussi le risque, c'est que tu fais le premier pas dans la pleine conscience, tu commences à avoir un peu une idée de tes enseignements, et puis derrière, tu dis, bon, bah, maintenant que je sais comment que ça fonctionne, il faut que j'ai des résultats tout de suite. Bah, comme tu dis, ça marche pas comme ça. Il n'y a pas de raccourci. Oui, au début, d'ailleurs, quand on commence, là, quand on se rend compte, quand on commence à s'observer, il y a un bout vraiment plate, vraiment difficile parce que tu observes, puis là, tu te rends compte de toutes les décisions que tu as prises qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Tu sais, si on prend l'analogie de semer des graines, ben, tu te rends compte que les graines que tu as semées, là, tu récoltes. Là, tu récoltes pendant un bout ce que tu as semé, puis avant de récolter les nouvelles graines que tu sèmes, ben, ça prend un bout. Fait qu'il y a comme un moment assez plat. Mais après, plus tu avances sur ton chemin, plus tu récoltes. Puis c'est là aussi où le fait de dédramatiser est important parce que quand tu es malade, tu sais que ça se peut que tu récoltes pas avant de mourir, en fait. Là, aujourd'hui, je suis là pour vous en parler, mais il y en a d'autres qui sont plus là. Il y en a des femmes que je connais qui ont fait les mêmes constats que moi, mais la maladie les a rattrapées, en fait. Ça, il faut être en paix avec ça aussi. Moi, je me dis que on peut pas aller plus vite que la musique. Je le sais qu'encore aujourd'hui, il y a des décisions que je prends qui sont pas nécessairement les bonnes, ou que je le sais pas, puis que je vais le savoir plus tard si c'était la bonne ou pas. Hein? Mais je sais que peu importe si je meurs, quand je vais mourir, je sais que je vais avoir fait le mieux que je peux. Et je me détache, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un objectif. Je dis pas que ça va être un échec si je meurs dans pas longtemps, par exemple. Pour moi, ça sera pas un échec parce que j'ai tellement, je suis tellement heureuse d'être là où je suis aujourd'hui, même si j'ai encore plein de challenges, comme je disais, puis où je prends pas encore les bonnes décisions nécessairement. Je suis loin d'avoir une hygiène de vie parfaite et tout. Mais ça s'est tellement amélioré mon affaire, puis j'ai tellement la ferme intention d'aller dans cette direction-là que je peux pas faire plus, en fait. Puis je suis à l'aise avec l'idée que advienne que pourra. Oui, mais en fait, c'est vrai que finalement, on en est tous là, qu'on soit malade ou pas, et le fait de se détacher, de faire du mieux qu'on peut et d'essayer de tout simplement vivre la vie en se laissant peut-être guider par notre cœur, en se laissant peut-être guider par cette énergie de joie, de fun, de plaisir. Peut-être qu'effectivement, on arrivera à percevoir les choses différemment et avec plus de légèreté. Mais effectivement, c'est un apprentissage aussi parce que ça veut dire déconstruire, ça veut dire peut-être aussi avancer un peu à contre-courant, en tout cas avoir cette perception-là aussi. Mm. Et puis ça demande aussi du courage parce que c'est pas toujours évident de sortir des sentiers battus, de sortir de sa zone de confort aussi parce que bon après faut pas se mentir, on est aussi toujours très bien dans notre petite zone de confort, dans les petites choses qu'on met tous les jours en place. Enfin voilà. Bon alors c'est vrai que du coup la maladie, les traitements qui sont associés viennent beaucoup bousculer tout ça et c'est aussi pour ça que souvent c'est vécu comme quelque chose de difficile parce que là pour le coup ça t'oblige à sortir de cette fameuse zone de confort, ça t'oblige à faire preuve de beaucoup d'adaptabilité et surtout de détachement parce qu'en fait tu te rends compte que tu peux pas grand-chose. Hein. En fait c'est ça aussi. Je- Oui, c'est que tu te rends compte que tu n'as pas le contrôle sur tout, là.
tu n'as pas le contrôle. Donc, il y a certaines choses que tu peux maîtriser, que tu peux faire pour t'aider, mais pas tout. C'est sûr, il y a une partie, moi, dans ma conception, il y a une partie que je ne maîtrise pas du tout. Puis, j'ai le choix entre résister à ça, puis, ou l'accepter. Donc, C'est pour fou, moi, le choix est tout facile. ce cheminement et tout ça, c'est vraiment grâce finalement à tes maladies, enfin à ton premier cancer, ton deuxième cancer, que tu as eu toute cette évolution. Oui. C'est fou, hein? Puis c'est ça, je Ouais, pense, qui me fâcherait, c'est maintenant là, que j'entrevois tout ça, toutes les possibilités. Ça me fâcherait, en fait, de ne pas goûter au résultat à quelque part. Tu sais, de pas. Mais là, déjà, je suis contente, je vais bien. Je veux dire, déjà, moi, je peux goûter à tout ça. Mais je veux que ça dure le plus longtemps possible, c'est sûr. ah bah oui, C'est sûr. c'est certain. Et du coup, là, par rapport justement à ton deuxième cancer, par rapport à tes traitements, t'en es où? T'es guérie aujourd'hui? Enfin, comment ça se passe? T'en es à quelle étape là? Oui, donc là, en fait, je suis guérie. Je continue d'avoir des contrôles serrés. Après, je déteste ça. Te dire là, comment c'est difficile à chaque fois de retourner à l'hôpital. Toutes les piqûres, même une simple prise de sang, ça me demande beaucoup. Mais encore une fois, avec les outils que j'ai, je me ramène. Moi, je dis je me ramène. Tu sais, ça veut dire que là, mettons, quand je vais prendre ma prise de sang, ben, je respire. J'arrive à m'abandonner à quelque part, à dire là, je suis rendue à l'étape où je dis même plus rien à l'infirmier ou à l'infirmière. Avant, je disais, je suis sensible, non, non, cette veine-là est mieux, non, non. Maintenant, je dis plus rien. Je m'abandonne, j'abandonne mon bras, je respire, puis j'essaie de faire diversion. Je, je porte mon attention, je pose des questions à l'infirmier ou à l'infirmière. Comment ça va? Ça fait-tu longtemps que vous faites ce travail-là? Pour arrêter de me regarder le nombril à quelque part. Tu sais, là, c'est juste une prise de sang. C'est pas grave. Puis c'est juste un scan, oui, c'est plate. Ça me chamboule tout le temps. Les produits qu'ils injectent, ça me chamboule. Mais pour une journée, c'est pas grave. Tu comprends? Je Là, c'est ramène. bien la fameuse phrase, ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. C'est-à-dire que si tu es là Oui, focalisé sur la prise de sang et que tu l'associes à quelque chose de douloureux, à quelque chose de difficile, de insurmontable, ben, comme tu dis, ça prend toute une ampleur qui finalement prend beaucoup plus d'importance que ce que c'est vraiment. Mais pour arriver justement à changer ces perceptions, ça demande aussi une certaine vigilance, une certaine observation, puis un certain désir aussi de vouloir justement essayer de voir les choses différemment. ben c'est que, tu sais, je me rends compte que, on, en fait, je gère mon énergie. Vu que j'en ai moins, encore aujourd'hui, j'ai vraiment pas retrouvé toute mon énergie, là. Donc, je me rendais compte que les jours où il fallait que j'aille à l'hôpital, je me mettais dans des états difficiles. Des états où ma journée, elle était manquée tellement émotionnellement, c'était difficile. Donc, c'est ma responsabilité de faire en sorte d'essayer de changer ça. Parce que, faut pas oublier, chaque journée est importante. Donc, si je gâche une journée à me mettre dans un état pas possible à cause d'une prise de sang, ça marche pas, là. Je m'honore pas la vie. Tu risques de perdre une journée encore derrière parce que tu auras dépensé tellement d'énergie que bah, tu en auras encore moins pour le jour d'après. Et là, finalement, c'est pas une journée entre guillemets de gâcher, c'est peut-être Oui, deux ou trois, quoi. en plein ça. C'est Mais important hein, d'apprendre à gérer notre énergie. Et je m'en rends compte, moi, ça m'a beaucoup challengé, notamment récemment, là, avec toute la période de Covid, de confinement, des confinements que l'on vit. Je sais pas comment ça se passe au Québec, mais nous, là, tu vois, ça va faire à peu près 2 semaines là qu'on est en train de commencer petit à petit à être déconfiné, à pouvoir ressortir un peu plus librement et voire même à retourner au bureau. Et ça me met en réaction, ça me met beaucoup en réaction parce que je comprends pas le rationnel en fait. Et là, c'est le mental complet, tu sais, qui prend le dessus. Et malgré tout, en ayant tous ces outils de pleine conscience, de calme-toi, ça sert à rien de mettre toute mon énergie là-dessus parce que justement, plus je vais mettre mon attention là-dessus, plus ça va devenir. Mais bon, en ce moment, j'échappe complètement, hein, ça me dépasse. Mais en même temps, ça fait partie du jeu, tu vois. oui, c'est en plein ça. Ben, ça fait partie du jeu, on peut pas toujours, je me maîtrise pas tout le temps, là. Tu vois, il y a quelques mois, ben, pas longtemps, là, en février, et j'ai eu un scan. J'ai pas trop le stress des scans parce que
je me dis que je vais bien. Tu sais, je constate que moi-même, je vais bien. Donc, pour moi, c'est comme une assurance. Mais là, mon scan a démontré quelque chose de suspicieux. Ah, Et là, je peux dire que j'ai commencé à plus me maîtriser. Donc, j'arrivais en superficie à faire correct, tu sais, les enfants, à leur dire la vérité, mais à rester quand même, tu sais, sauf qu'en dedans, dans ma tête, là, c'était le hamster full pin. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me maîtriser jusqu'à ce que j'y arrive, en fait. Tu vois, 2 jours avant d'avoir les résultats de ce deuxième test-là qui devait confirmer, parce que là, dans ma tête, c'était ah non, mais je peux pas, là. Je peux plus. Je ne peux plus repasser par là, là. C'est impossible, là. Je peux plus. Fait que c'était juste ça qui tournait en boucle. De dire ah non, c'est pas possible, là, c'est pas vrai, ça se peut pas. Jusqu'à ce que j'arrive à me dire écoute, Stéphanie, si c'est ça, là, ben, tu vas faire ce qu'il faut. Tu vas prendre toute l'énergie qui te reste, puis tu vas faire ce qu'il faut. Puis ça m'a apaisée, d'arrêter de résister contre. Puis finalement, tout était beau. Finalement, c'était, ils savent pas quoi, c'était, ils savent pas trop c'était quoi, mais finalement, j'avais rien. Le cancer était pas revenu. Mais je pense que c'est normal de résister, mais tant que tu résistes, ça change pas. ouais, Résister, ça va rien changer à la finalité. il faut s'accepter dans notre résistance en se disant que bah, elle a toute sa place, elle a toute sa raison d'être. Mais pour autant aussi Ouais. avoir conscience que si je résiste trop longtemps, finalement, au plus longtemps je vais être dans cette résistance, au plus longtemps je vais souffrir parce que ça va être présent dans ma vie en fait. Et à un moment Ouais, donné, c'est ça. il faut dire à quel moment je dis stop. Mais je pense que c'est Mm. quand même important de vivre un peu, enfin après c'est ma perception une fois encore, mais d'être aussi à l'écoute de pourquoi je suis en résistance, pourquoi là je suis pas dans l'acceptation de la situation. Mm. C'est quoi le message caché derrière? Parce que c'est aussi parfois la voix, la petite voix à l'intérieur qui me dit il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui Ah me oui, met en complètement. réaction. Ben, le but, c'est pas d'avoir aucune résistance. Le but, c'est pas d'avoir aucune émotion. On est humain, là, on vit. C'est pas Non, ça, mais c'est juste c'est d'apprendre à... important ce que tu dis parce que c'est vrai que quand tu commences à toucher du doigt la pleine conscience, tu te rends compte à quel point ça peut être léger, à quel point ça peut être bon finalement de vivre un peu dans ces états d'esprit tout le temps. Mais en même temps, ça peut aussi encore faire réagir. Et tu l'as dit à juste titre, on est des êtres humains et toutes ces réactions qu'on a, elles sont normales et il faut aussi continuer à les vivre telles qu'elles sont, quoi. Ben C'est pas ça. oui, c'est juste que ça dure moins longtemps. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est ça, c'est que auparavant, tu sais, disons dans la vie avant la maladie, une contrariété, moi, je pouvais passer plusieurs jours là-dessus, là. Aujourd'hui, c'est plus ça, parce que justement, je l'ai la contrariété, elle est là, je la vis, mais sauf que je lui laisse pas toute la place. Donc, ça laisse plus de place à ce qui est beau. Et c'est ça le challenge aussi, c'est effectivement d'être capable d'accueillir ce qui est, mais sans forcément laisser toute la place. Mm. Et se dire, bon, ok, c'est là, mais est-ce que pour autant, je peux quand même essayer de continuer un peu sur d'autres choses qui, aller justement être attentif aux graines que l'on veut semer, parce que finalement, si on reste toujours focalisé là-dessus, on n'avance pas, quoi, puis on souffre beaucoup. Alors après, plus ou moins en fonction de la contrariété, mais c'est intéressant tout ce parcours. Et du coup, là, aujourd'hui, quels sont tes projets? Enfin, voilà, comment tu envisages l'avenir par rapport à ta vie, que ce soit ta vie personnelle, familiale, professionnelle? Voilà, comment toi tu vois les choses aujourd'hui? Ben, tu vois, l'été dernier, j'allais très bien, tellement que j'ai eu envie de recommencer à travailler. Oui. Donc, j'ai recommencé à travailler à temps partiel à l'automne. Et au bout de 3, 4 mois, ben, j'ai dû arrêter parce que c'était trop difficile. Ça me demandait trop. Tu vois, encore au niveau cognitif, là, j'ai pas retrouvé toutes mes capacités. Euh, et il a fallu que j'accepte ça. Ça a été un deuil à faire. Tu sais, dans la maladie, comme dans plein de circonstances, il y a des deuils à faire. C'est-à-dire que je suis plus la Stéphanie d'avant. Pas pareil, ni dans ma tête. Autant positivement que négativement, tu comprends? Je veux dire, je suis plus la même qu'avant et je dois faire les, avec ce que je suis aujourd'hui. Donc, moi, aujourd'hui, je fais beaucoup de choses pour aider mon corps à reprendre le dessus. Pour, j'essaye aussi de m'éduquer toujours plus pour comprendre justement comment je fonctionne, où est-ce que mon énergie
Tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour l'augmenter, en fait? Moi, je suis quelqu'un à la base de très sédentaire. Mais ça, faut que ça change. Puis je le remarque, je mets des choses en place, mais je tiens pas mes promesses envers moi-même. Il faut que je me fasse... je veux pas me faire violence, mais à quelque part, c'est que ma motivation, faut que je la trouve. Donc, tu sais, des fois, c'est à tâtons, tout ça. Tout ne vient pas comme par magie, là. Ça, je le pense réellement. Donc, je suis là-dedans, là, tu sais, à continuer d'augmenter mes capacités, mon énergie. Et où est-ce que tout ça va me mener? Je le sais pas. J'aimerais beaucoup pouvoir contribuer parce que c'est vrai que dans la maladie, ce que j'ai vécu, il y a énormément de souffrance parce que quand tu connais pas justement ces notions-là de pleine conscience, tu peux être en résistance longtemps. Puis il faut savoir que quand une personne malade résiste, ben, il y a aussi tout son entourage qui paye pour. Quand il y a une maman ou un papa qui va pas bien, que ce soit pour la dépression hein, ou pour le cancer, ben c'est toute une famille qui en ressent les contre-coups. Puis je trouve aussi que la pleine conscience, telle que moi je l'ai appris de façon non culpabilisante, puis de façon bienveillante, je trouve tellement que c'est le fun. Là. Moi, j'ai envie que ça se propage à quelque part. Aujourd'hui, au moment où je te parle, j'ai pas trouvé la façon de le faire nécessairement, mais j'ai énormément de gratitude d'avoir eu des personnes merveilleuses sur mon chemin qui m'ont aidé là-dedans. Ça a changé mon expérience, puis ça, tu sais, par la bande, ça a changé l'expérience de mon entourage aussi. Tu sais, quand tu es un parent puis que ta fille est malade, c'est dur tout ça, mais si tu vois que, je sais pas comment dire, mais qu'elle arrive à gérer ça quand même bien, mais ça enlève un poids à bien du monde, là. Ah oui, non, c'est sûr, c'est évident, mais en même temps, comme tu dis, je pense qu'il y a pas mal d'éducation à faire. Et puis, effectivement, je pense que le fait d'aborder et de découvrir hein, finalement ces enseignements de pleine conscience, comme tu dis, et de pas tomber dans cette culpabilité, parce que ça pourrait être aussi ça le piège, ce serait de se dire, on continue à se taper dessus comme si on était responsable, enfin coupable finalement de tout ce qui nous arrive, alors que finalement on est responsable mais pas coupable. Ça permet effectivement d'avancer plus léger et puis ça allège, tu t'allèges toi-même et tu allèges effectivement l'entourage qui du coup se disent bon finalement c'est ok, on avance comme ça et puis on avance du coup sans s'étouffer les uns les autres. Mais après en même temps voilà c'est pas simple hein, parce qu'effectivement des fois les charges sont lourdes à porter malgré tout et on n'arrive pas toujours surtout Oui, quand on vit des maladies qui peuvent être vécues comme vraiment quelque chose de difficile, parce que concrètement, c'est ça aussi. Quand tu es sans énergie, tu disais tout à l'heure, tu n'avais pas d'énergie par rapport aux chimios et tout. Après, pour autant, malgré tout, tu essayais malgré tout de garder quand même une certaine joie, une certaine espoir et t'accrocher à des choses qui t'aidaient à avancer, quoi. oui, quand même. Oui, c'est ça. Ben, c'est ce que j'aimerais transmettre, mais en même temps, je le répète, ça c'est très personnel et je tiens à le dire, hein, ceux qui arrivent pas à survivre, c'est pas un échec en fait. C'est souvent les messages qu'on donne aux personnes qui sont malades, c'est t'es capable, tu vas réussir, tu vas combattre la maladie. Mais en fait, ça marche pas nécessairement comme ça. Ouais, c'est sûr que notre enveloppe corporelle, on n'en a qu'une hein, quand on arrive sur cette terre et qu'on vient vivre notre vie terrestre. On n'en a qu'une, donc il faut qu'on fasse avec. Et si elle est cabossée par rapport aux expériences de vie que l'on vit, bah après, on essaie tant bien que mal de la réparer. Hein, donc quand on est malade, on essaie de guérir. Il peut y avoir tout un tas d'événements, d'expériences de vie hein, qui nous arrivent. Et puis finalement, des fois, on est agréablement surpris. On se dit, waouh, mon corps là, il se remet super bien, j'aurais pas cru. Et puis des fois, il se remet pas aussi bien que ce qu'on voudrait. Mais c'est de se dire, bon, ok, est-ce que je peux accepter mes capacités telles qu'elles sont aujourd'hui, essayer d'avancer avec. Et ça demande aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour de soi, beaucoup de connaissance aussi de soi, de comment on gère, tu parlais d'énergie, mais c'est aussi comment on gère les bobos de notre corps, finalement, les douleurs, et être capable qu'on n'est pas enfin, être conscient qu'on n'est pas des machines, quoi. Oui. Juste Puis, des êtres humains. faut arrêter de se comparer aussi, hein, parce que c'est ça, hein, parce que quand on voit quelqu'un, par exemple, qui est en pleine santé,
on se dit pourquoi moi j'ai pas cette santé-là? C'est pourquoi moi je récupère pas aussi vite? Pourquoi moi je me remets pas de ma dépression aussi vite? On peut se comparer beaucoup, puis ça, c'est sûr que quand on se compare, on est assuré de souffrir. Faut s'accepter comme on est, avec nos limites. Oui, oui, puis tout à fait, quand on rentre dans ce piège de la comparaison, bien souvent, on compare en plus des choses qui ne sont pas comparables parce qu'on est tous uniques. On Mm. a tous un parcours de vie unique avec, voilà, une vie tout simplement unique, quelle qu'elle soit. Et on ne peut pas comparer quelque chose qui n'est pas comparable. Mais en même temps, c'est plus fort que nous. Je veux dire, on a aussi été éduqués comme ça. Mm. Après, l'idée, c'est ça, c'est de développer de la connaissance de soi, développer de la vigilance et essayer d'être un peu plus doux, un peu, on va dire, un peu plus en amour pour soi aussi, pour essayer justement de s'accorder le droit d'être un être imparfait ou parfait dans nos imperfections, si on préfère. Complètement. C'est le bon. En tout cas, je pense, Stéphanie, moi, franchement, je suis certaine que, quelle que soit la forme que ça prendra dans ton projet, hein, je suis certaine que tu vas pouvoir inspirer pas mal de personnes, tu vois, ne serait-ce que par rapport à ton expérience de vie, de comment justement gérer ou faire au mieux pour être dans l'acceptation de la maladie, ne pas être dans cette lutte, parce que souvent la maladie est perçue comme un combat, alors qu'en fait, on n'y peut pas grand-chose et si on peut faire des actions pour essayer de vivre mieux au quotidien, mais finalement, ça peut aussi t'intégrer dans un projet de vie plus global. C'est un peu ça, moi, que je retiens aussi de ton parcours. C'est que finalement, plutôt que de mettre ton attention que sur ta maladie et du coup de garder indirectement cette étiquette je suis malade, comme si c'était quelque chose d'irrémédiable, à un moment donné, tu t'es dit ok, je vais peut-être essayer de vivre une vie tout simplement pour avoir de l'énergie, mais non pas comme une personne qui est malade, mais comme une personne qui a envie de s'accrocher à la vie parce que la vie est belle, et comme une personne qui va essayer de passer à travers cette épreuve, quelle que soit l'issue. Mm. C'est ça qui est beau dans ce message et je trouve que c'est un très beau message d'espoir parce que quelle que soit l'issue, quelle que soit la longueur de ta vie, je te souhaite une belle et longue vie, hein, évidemment, parce que tu as encore plein de belles choses à partager et à vivre avec les gens qui t'entourent. Mais c'est ça aussi, je pense que les gens ont besoin aussi de messages d'espoir. Donc voilà, c'est vraiment ça que je trouve aussi très beau dans tous ces parcours comme ça où on veut être dans la contribution et dans l'aide à travers les autres. C'est qu'il faut avoir des modèles, tu sais, pas des modèles, mais des exemples de gens qui vivent les choses peut-être d'une façon différente de l'idée qu'on se fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est bien. C'est merci à toi hein, de rendre ça possible puis de partager ces parcours-là qui vont inspirer d'autres personnes. Ouais, bah, je te remercie aussi. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. C'était vraiment sympa. On a passé un super moment et on a aussi beaucoup de chance d'évoluer dans cette belle communauté là des veilleurs de conscience et je pense qu'on a tous un beau chemin à faire en toute humilité hein, parce qu'on n'est pas mieux que les autres. On est juste des êtres humains, mais qui ont envie d'apporter leur contribution et d'avancer les uns avec les autres et non plus les uns contre les autres. C'est vraiment ça, moi, qui m'anime. Et je pense que si on arrive tous à découvrir la belle personne que l'on est à l'intérieur de nous, et justement à se laisser guider à travers ça, ça fera déjà une telle différence dans le monde dans lequel on vit. Enfin, c'est évident pour moi. Ça fait partie de ma foi, tu vois, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Un beau projet. Ouais. Bah écoute Stéphanie, je te remercie infiniment. Merci vraiment beaucoup de t'être prêtée au jeu. Et Oui, puis, bah, je te dis à très bientôt. Hein. Je t'embrasse mon ami, merci beaucoup. Plein merci, d'amour pour Hélène. toi, prends soin de toi. Oui, toi aussi. Merci. Bye! Bye bye, à bientôt.